Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais tout d'abord remercier le CNAP et BLA et l'ensemble des équipes pour l'invitation qui m'a été faite d'être là. J'étais ravie et ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous trois pour la préparation de cette table ronde. Et donc, on va essayer de faire en sorte de continuer à partager, en tout cas avec vous, le plaisir qu'on a eu, de ne pas trop se dissiper non plus dans toutes les différentes discussions qu'on a pu avoir. Et donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis Ségolène Jugan-Gabriel et donc j'occupe actuellement le poste de responsable de la communication et des projets culturels du pôle 50 degrés Nord, 3 degrés Est. Mais j'interviens ici surtout parce que pendant un temps, j'ai été référente du groupe médiation qui était mis en place par le pôle. Et donc, pendant ces quelques années, j'ai pu, avec certains et certaines d'entre vous dans la salle, organiser des temps de rencontres autour de thématiques de médiation qui nous ont été, je pense, toutes et toutes grandement utiles pour se conforter entre nous ou se poser des questions, en tout cas échanger autour de problématiques qu'on pouvait rencontrer. Et donc là, la question de la médiation hors les murs, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de poursuivre. C'est aussi ce qu'on va faire là avec vous, c'est-à-dire présenter un petit peu les trois projets des personnes invitées et ensuite on compte sur vous pour poser les questions. Que ce soit aussi des questions très pratico-pratiques, parce qu'on sait que c'est également ce qu'on vient chercher dans ce genre de rencontre. Quand on est entre professionnels, c'est aussi parfois des petits éléments bloquants qu'on cherche à débloquer. Et donc, si les intervenantes et l'intervenant ont les réponses, ce sera un partage avec plaisir. Voilà. Après, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que ce sera plus simple. Mais peut-être, donc rapidement, pour vous situer, Sybille, Tiffany et Olivier. Et je vais en premier lieu laisser la parole à Sybille. Donc là, l'idée, c'est que rapidement, chacun présente un petit peu son projet, que vous ayez bien connaissance du cadre professionnel de chacun. Et ensuite, on va essayer de balayer les différentes questions de ce hors les murs. Merci beaucoup, Ségolène. Donc effectivement, je vais d'abord brosser le contexte du dispositif pour lequel que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc il s'agit des résidences missions d'intérêt d'éducation artistique et culturelle. Alors on intervient sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, donc qui comprend 39 communes pour 180 000 habitants. Il faut savoir que c'est un territoire qui est très large. Il faut compter à peu près 45 minutes pour aller, par exemple, de l'est à l'ouest ou du nord au sud. Et donc, un territoire très centralisé à Amiens, mais donc quand même très, très éparpillé. Il faut savoir que donc on porte des actions d'éducation artistique et culturelle depuis 1993 avec les CLEA, et que donc on a souhaité rénover et lancer des dispositifs plus expérimentaux suite au vote de notre nouveau schéma métropolitain d'éducation artistique et culturelle en 2022. Donc c'est un nouveau contrat qui a été pensé avec la DRAC Hauts-de-France, également avec le département de la Somme et la ville d'Amiens. Donc la volonté, c'était de sortir des CLEA classiques et donc de mettre en place des dispositifs qui allaient non plus s'adresser uniquement au public primaire pour lesquels on avait nos compétences, mais également à tous les publics de tous les âges, avec la volonté aussi d'aller vers tout le territoire. Et donc, le dispositif dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des résidences missions sur un temps long de 4 mois, qui sont donc des résidences pour lesquelles il n'y aura pas d'acte de création, mais vraiment de faire découvrir au public le geste artistique, l'acte de création, sans qu'il y ait forcément une finalité. En tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. On met en relation des publics, des partenaires, un artiste, et on leur laisse un peu une carte blanche où l'artiste va faire des projets sur mesure avec les publics avec lesquels il va travailler. Est-ce que je parle tout de suite de la mise en place du dispositif ou... Oui ? Non, ça va ? Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Tiffany Romain de la collection Lambert, je suis responsable des publics depuis 20 ans maintenant là-bas. J'ai pris le temps et c'est un peu le mot d'ordre de tous mes projets, je prends le temps de les développer. Alors j'ai ce luxe-là, c'est sûr, mais voilà, je suis ici aujourd'hui pour un projet de centre d'art en EHPAD qu'on a monté depuis 2023 avec l'artiste Mohamed El Khatib. On est parti du constat très simple que très souvent les artistes venaient pour des résidences dans des lieux non dédiés à l'art et qu'après ils repartaient.
et qu'il y avait un grand vide, que les résidents et les résidentes étaient en demande de cette relation qui avait été un peu exceptionnelle pendant une période bien définie. Et l'idée avec Mohamed, ça a été d'inscrire cette action de façon pérenne, donc de développer un centre d'art en EHPAD. On a maintenant à peu près 5 centres d'art qui sont en construction, c'est assez fragile, hein. On en a un à Bruxelles, un à La Rochelle, un à Aix-en-Provence. Voilà, donc il y en a plusieurs qui sont en train d'être essaimés. L'idée de centre d'art, c'est très simple, c'est d'inviter des artistes à venir rencontrer les habitants de ce lieu-là. Quand je dis habitants, je dis bien sûr résidents, résidentes, mais aussi équipes soignantes, pour répondre à des besoins du quotidien. Alors ça met l'artiste dans un statut assez nouveau, puisque ça le met dans une disposition d'écoute. C'est ce qu'on fait en premier lieu. On est avant tout là pour écouter les gens, se fondre dans la masse, observer. C'est ça qui demande du temps avant tout. Et ensuite, ces artistes-là, après ce diagnostic un peu sensible, va répondre aux besoins en créant ou en co-créant avec les résidents et les résidentes une œuvre d'art. Cet ensemble d'œuvres d'art créées ensemble, en fait, va créer une collection en fait qui appartient à l'EHPAD et qui pourra après circuler aussi dans les différents EHPAD du réseau. Voilà. Bonjour, moi je viens vous parler d'un autre projet qui se situe en milieu rural en fait. Alors une formule d'exposition assez particulière puisque elle se joue à l'échelle d'un village et puis elle se fait avec une partie des habitants du village. C'est aussi un projet qui s'est inscrit dans la durée, même si je ne suis pas certain qu'on l'ait imaginé qu'il se déploierait autant puisqu'il a commencé en 2004 et il se poursuit encore, il s'est poursuivi cet été. Donc sur 21 ans, il y a eu 17 éditions différentes. Et petit à petit, vous imaginez bien que les personnes qui participent, finalement, développent leurs compétences aussi et leurs connaissances en art contemporain. Alors, il faut que je vous le situe parce que c'est, je vous dis, un tout petit village. C'est 575 habitants dans le village de Royères-de-Vassivière. C'est un village qui est situé à peu près à 1h30 à l'est de Limoges, tout près du lac de Vassivière. Peut-être que certains connaissent parce que pas loin, il y a le Centre international d'art et du paysage. Et c'est littéralement de l'autre côté du lac. Alors, pas juste en face, hein, il faut faire 17 km d'un côté ou de l'autre. C'est pile à la moitié. Mais il y a quand même cette proximité. Voilà. Et bien évidemment, la formule, on l'a fait évoluer aussi au cours des années. Et plus récemment, il y a eu, les gens du village nous ont dit nous, on aimerait bien, c'est bien de voir des œuvres, mais on aimerait bien aussi voir des artistes. Donc petit à petit, on a associé des artistes et puis généré une résidence de commissariat avec des artistes et la population. Merci pour cette présentation. Et donc, voilà, on a discuté tous les quatre. Finalement, il y a des questions qui se retrouvent dans chacun des projets. Donc, j'ai amené en tout cas une première à poser. Et puis, on va partir de l'exemple plutôt de Sybille pour se demander déjà quand on va hors les murs. Alors, on pourrait aussi re-questionner ce terme si on a le temps, parce que il nous a posé question de voilà, quand on parle de hors les murs, ça veut dire que déjà on situe le point central dans les murs. Et donc ça, c'est quand même une question. Déjà parce que parfois il n'y a pas de mur. Voilà, pour toi en profil, il n'y en a pas. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, on va continuer. Mais si on a un peu de temps, j'aimerais bien aussi vous entendre. On aimerait bien vous entendre sur ce terme. Mais en tout cas, Sybille, on va s'appuyer sur ta présentation pour répondre en premier temps, hein, puis après tout le monde rebondit, sur si on n'est pas dans les murs, où va-t-on ? Alors, pour les résidences, nous, c'était une évidence que l'artiste se déplace dans les lieux où il allait rencontrer les publics. Donc, on travaille avec des partenaires très différents, que ce soit du milieu médical, l'éducation nationale, des associations, voilà, du public plutôt éloigné de la culture, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément être en centre-ville d'Amiens, mais qui peut être à la périphérie, qui peut aussi avoir du mal à se déplacer, qui peut aussi être très loin d'Amiens et qui va encore avoir plus de mal à accéder du coup à des lieux d'art contemporain ou des lieux culturels même.
Et donc voilà, c'était une évidence pour nous d'aller dans les structures, déjà pour cette raison juste matérielle, puisque nous, on n'a pas de lieu en tant que collectivité. On a des centres d'art en régie, par exemple, mais ils ont déjà leur propre programmation. Après, on peut travailler en partenariat quand même avec eux à l'occasion, mais voilà, nous, on se disait que c'était aussi une évidence d'aller rencontrer les publics, aussi pour créer un lien, parce qu'eux, ils sont finalement dans un lieu où ils ont confiance et où ils vont accueillir finalement un artiste. Et ça va du coup créer quand même une facilité pour l'artiste pour intervenir du côté humain. Par contre, au niveau matériel, c'est vrai que quelquefois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est là où moi, j'interviens quand même en amont, en repérant, par exemple, des lieux qui vont être plus favorables que d'autres pour l'artiste, ou en tout cas, quand on fait une première rencontre en amont de la résidence. Donc, la résidence, elle a lieu entre février et juin. En novembre, décembre, on fait une première rencontre, un repérage du territoire avec l'artiste. Et donc, on va aller dans chaque lieu d'intervention de l'artiste et on va voir ce qui est possible. Par exemple, on avait un artiste qui faisait de la danse, on avait besoin d'un lieu pour pouvoir danser. Ou pour des artistes en art visuel, il faut, si possible, un accès à l'eau si c'est nécessaire, ou des tables, des lieux pour travailler. Voilà. Moi, comme vous l'avez compris, c'est dans un EHPAD. On essaie tout de même que ces gens qui habitent les lieux sortent également de l'EHPAD. C'est tout l'enjeu. Alors, les enjeux sont différents selon l'EHPAD concerné. À Bruxelles, il se situe en plein centre-ville, à côté de la place du jeu de balle. Donc, ils peuvent sortir prendre un café. Ils ont une vie sociale, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, à Avignon. L'EHPAD se trouve en face du crématorium. Belle donnée. Mais un peu plus loin, on a l'école d'art. Donc ça, c'est une ressource assez étonnante. Mais pas un café, pas un restaurant, un bus qui passe toutes les demi-heures. Donc l'enjeu, c'est bien sûr de créer une activité, de remettre de la vie dans l'EHPAD en lui-même, mais aussi de sortir en fait du hors les murs et de revenir dans des lieux culturels, donc à la collection, mais aussi dans tous les lieux partenaires du projet, que ce soit l'opéra, l'orchestre, le CDCN, les hivernales, et de les ramener dans un quotidien qui est le nôtre et de les réinsérer aussi au cœur de notre société. Voilà. Moi, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Peut-être. Non, mais je pensais sur ce que tu disais sur le hors les murs. Peut-être. Je suis un peu embarrassé pour répondre parce qu'en vérité, au début, c'est un projet qui a été mené dans le cadre d'une artothèque, l'artothèque du Limousin, et que cette artothèque a fusionné en 2014 avec le FRAC, et que, vous voyez, cette opération, elle continue à exister. Donc, la question, on en parlait entre nous, la question du hors les murs, elle ne se posait pas pour nous. On n'avait pas de mur, de toute façon. Donc, on n'avait pas de lieu où montrer la collection. Et pour pouvoir la montrer, il fallait la faire vivre sur un territoire. Et en dehors de Limoges, en gros, si vous regardez l'ancien Limousin, c'est un territoire, beaucoup ont pensé vide, mais c'est un territoire qui est habité par des gens, mais de petites communes rurales. Donc, il fallait faire vivre la collection comme ça. Mais voilà, on ne se posait pas la question du hors ou dans les murs, et elle s'est posée presque après coup. Et donc, en fait, on se rend compte que vos 3 projets, vous allez vers des personnes, et donc vous rentrez aussi dans leur univers, dans leur espace. Donc là, c'est plutôt vers Tiffany que je me tourne, parce qu'on a eu cet échange sur finalement à quoi ça revient d'aller dans l'intimité des personnes. Et c'est vrai que pour ton projet, c'est vraiment l'intimité, parce que c'est le lieu de vie des personnes qui sont fragiles, qui sont très âgées. Donc, c'est pas non plus un contexte habituel. C'est des personnes qui ont leur habitude, qui n'ont pas forcément envie qu'on vienne les déranger, ni qu'on vienne leur imposer une quelconque fréquentation d'œuvres ou de formes culturelles. Voilà. C'est des personnes qui ont déjà vécu, qui ont fait leurs preuves, qui sont capables de dire si oui ou non ils ont envie d'avoir une œuvre en face d'eux. Et donc, voilà, comment tu as géré ça? Mais la plupart du temps, c'est non. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi vous venez nous embêter? Pourquoi vous déplacez les meubles? Pourquoi vous refaites la déco? Pourquoi? On n'a pas besoin, non. Parce qu'en fait, quand on vieillit un peu, on déteste le changement. Et il faut les remettre en mouvement et leur donner envie par la rencontre
sans dire d'où on vient, parce que moi, je pense que les 3/4 des résidents et des résidentes ne savent pas que je suis responsable des publics de la collection Lambert. Ils sont plus ou moins, alors pendant des mois, ce que je disais tout à l'heure, ils pensaient que j'avais un parent à la maison paisible, mais non. Et à un moment, j'ai dit, mais non, j'ai ni mon père ni ma mère dans l'EHPAD. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens vous rencontrer, en fait. Et c'était vraiment ça. C'était commencer par discuter avec les uns et les unes pour déjà remettre en lumière leur singularité, parce que quand on est dans un EHPAD, c'est avant tout la collectivité qui prime. Et l'idée, c'était de remettre en lumière leurs talents, leurs compétences, leur métier, et déjà de faire une sorte d'état des lieux de tout ça. Parce qu'il y avait, en fait, dans ces endroits qui sont considérés comme des mouroirs, il peut y avoir encore beaucoup de vitalité. Donc l'idée, c'était avant tout de remettre ça au cœur du projet, de la rencontre. Et après, dans un second temps, d'aller vers la rencontre des artistes, peut-être produire une œuvre, ce qui n'est pas sûr. C'est comme toi, on n'a pas du tout cette garantie qu'il y ait une œuvre qui émerge et qui, après, intègre la collection. Donc, c'est vraiment... Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de méthodologie et qu'on avance à tâtons et en fonction des uns et des autres, quoi. C'est en fonction des... Il y en a 5 qui sont à fond et qui ont déjà une production personnelle. Il y en a d'autres, mais c'est une micro-société. Donc, il faut être à l'écoute de tout ça. Et même d'un EHPAD à l'autre pour discuter un petit peu avec les autres équipes des autres EHPAD en réseau. Ce n'est pas du tout les mêmes réactions, c'est des individus avant tout qui ont tous des passions et des envies différentes. Donc ça prend ou ça prend pas, ça dépend des moments, ça dépend des saisons, ça dépend de plein de choses, c'est comme chez nous. Ouais. Et alors, du coup, ça me fait penser à 2 choses. Peut-être tu peux revenir sur le temps long et ce que tu as fait aussi les premières fois où tu y allais. Le temps. Moi, j'ai commencé à y aller en 23. Il y avait déjà l'EHPAD de Chambéry qui avait été ouvert avec Mohamed. Il y était allé, lui, en résidence pour son spectacle La vie secrète des vieux, qui parle de l'amour après 65 ans. Et donc, j'avais déjà un peu un retour de son expérience à lui là-bas, mais qui était toute particulière parce qu'il y allait pour une résidence bien spécifique. Moi, j'ai commencé en fait à me fondre dans cette EHPAD-là, et y aller, à juste installer un bureau dans le hall d'accueil avec mon portable et aller regarder bouger, à reconnaître ceux qui sont toujours dans les espaces communs, ceux qui font lien, et à écouter, à voir un peu comment tout ce microcosme marchait, parce que moi, j'ai pas de formation, je connaissais pas du tout le milieu médical. J'avais travaillé de manière ponctuelle avec des associations, mais j'avais jamais été même dans un EHPAD au départ du projet. Donc, j'ai commencé à m'asseoir à côté des anciens, des anciennes. J'ai atteint certaines femmes en leur faisant les ongles, donc rien à voir avec de l'art, mais j'étais dans la discussion et dans l'échange. Et c'est ça qui a pris du temps, énormément de temps. Et ça, c'est toujours un enjeu quand on est une petite équipe, parce qu'on a l'impression que la collection, c'est un gros musée, mais c'est pas le cas. C'est un centre d'art avec une toute petite équipe, même si on a une surface d'exposition qui est assez conséquente. Donc ça voulait dire que moi, je quittais mon poste de la collection pour partir toute la journée à l'EHPAD. Et au départ, il y avait besoin de cette régularité, parce qu'il faut vous dire que d'un jour à l'autre, ils ont tout oublié. En fait, il faut tout recommencer à chaque fois. Donc il y a besoin vraiment de cette régularité, de ce long terme. Et ça a pris 1 an. Jusqu'à ce que j'invite Juliette Georges, une artiste art visuel, et un artiste parfumeur, Daniel Peschio, qui a fait la Villa Kujuyama, qui travaille pour la haute parfumerie, à créer une première œuvre d'art qui s'appelle le Loto des odeurs, l'aîné. C'est une sorte de Loto des odeurs où ils ont constitué un jeu à partir des récits des résidents et des résidentes, des récits d'odeurs qui les ont marqués pendant leur vie. Voilà. Et ça a été le premier projet qu'on a mis en place, mais ça a pris 1 an, quoi. C'était très, très long. Oui, donc c'est aussi de l'investissement et personnel et professionnel, et en tout cas une envie commune portée par la collection. Personnel, complètement, parce que vous pouvez imaginer que d'être toute l'année dans un EHPAD, c'est un lieu qui est hyper chargé, c'est un lieu où il y a des impératifs autres que l'art. Donc il faut trouver la bonne place, et on le disait avec Olivier, c'est beaucoup de maladresse au début.
C'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout cette sorte de méthodologie dont vous parlez beaucoup. Moi, je viens des Beaux-Arts, je suis plutôt dans l'écoute et je regarde en fait ce qui se passe. Je n'ai pas de méthode, mais c'est vrai que je crois que le lien, c'est la seule méthode, voilà, pour le moment. Je ne sais pas si tu peux rebondir. Oui, je pense à plein de choses. En tout cas, sur la question de la méthodologie, c'est vrai qu'on n'est pas non plus arrivé avec un projet tout écrit. Ça a été vraiment une rencontre en fait avec les gens de la municipalité et des envies. On a surtout été à l'écoute des désirs, ce désir d'avoir des œuvres, ce désir de faire événement aussi, et puis ce désir de travailler, d'être ensemble tant les gens de la communauté que nous, professionnels, et eux. Et ça, c'était vraiment important. Et puis, effectivement, quand tu parlais qu'on apprend des maladresses, c'est qu'on a appris de l'action, en fait, on a appris du terrain. Et c'est vrai que sur les premières éditions, on est arrivé avec nos codes à nous, les codes du milieu de l'art contemporain. J'ai en tête là, l'idée d'un vernissage. Ouais, faire vernissage, ça nous paraît tellement évident parce que c'est un peu le moment de fête et on va faire communion ensemble. La première année, pour moi, ça a été tellement terrible que j'en ai parlé avec ma directrice et on n'a jamais plus fait de vernissage. Alors terrible, pourquoi ? Parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, 53% de la population de Royères-de-Vassivière sont des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont retraitées. Et j'ai pu vérifier ça, hein, c'est-à-dire qu'on allait d'un lieu à un autre et j'avais que des personnes âgées et j'en perdais une ou deux à chaque lieu. Et je voyais une petite dame qui était avec son déambulateur et qui mettait toute l'énergie possible pour nous suivre parce qu'elle voulait participer à l'événement. Mais la pauvre, le temps qu'on l'attende, j'en perdais davantage. Donc vous voyez, il fallait faire des choix douloureux comme ça. Et pour finir, on a inventé autre chose. On a été à l'écoute de la population. Il y a peut-être même une petite diapo qui montre ça. On a fait une rencontre sur le marché. Parce que c'était le marché, c'est le lieu, le moment où tout le monde se réunissait. Et puis ça nous intéressait d'avoir une dimension comme ça un peu populaire. Donc là, ce que vous entreapercevez, c'est on avait un partenariat avec le Centre international d'art et du paysage et ils disposent dans le bois de sculpture, associé au bois de sculpture, une architecture d'air de Hans-Walter Müller. Et donc on arrivait comme ça avec notre ovni qu'on posait sur le marché et ça nous permettait d'être à la rencontre des gens et de faire événement. Et alors pour toi, Sybille, c'est un peu différent cette notion de temps, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est en même temps long et court. Vous avez à peu près 1 an par résidence, mais les artistes sont là uniquement 4 mois et doivent rencontrer finalement pas mal de monde pendant ce temps-là. Et donc leur intervention par groupe est aussi assez réduite finalement si on revient à toute cette échelle. Alors comment ce que tu peux nous dire sur ce rapport au temps et ces projets qui sont construits tous les ans et aussi peut-être les attentes des personnes qui participent, parce que là, il y a par contre une vraie demande de leur part, peut-être à la différence des résidents de Tiffany. Alors, effectivement, il y a 2 temps. Il y a, on va dire, le temps un peu permanent où il y a les partenaires et moi qui sommes finalement sur le terrain, qui restons sur le territoire d'Amiens Métropole. Et donc, il y a quand même un rendez-vous, des partenariats forts qui se créent avec une confiance aussi qui s'établit au fur et à mesure où finalement on peut peut-être aller un petit peu plus loin avec certains publics quand l'artiste qui fait preuve de beaucoup de pédagogie et d'adaptabilité finalement va sentir qu'il y a un public avec lequel il peut aller plus loin et peut-être plus vite aussi, parce qu'effectivement il y a la question du temps. Nous on part sur une base où on va avoir un temps d'installation très rapide où l'artiste va commencer à travailler avec beaucoup de public et se laisser aussi des petites marges de temps pour se laisser justement des phases peut-être pour se rattraper ou pour aller plus loin et répondre aussi aux attentes du public. Mais quelquefois ça se fait, quelquefois ça se fait pas. Et des fois, effectivement, comme tu parlais du contexte, finalement, la rencontre va se créer ou va pas se créer. Ça dépend de plein de choses. C'est toujours de l'humain. Mais c'est vrai que l'artiste, il arrive aussi avec son univers et rencontre aussi un autre univers. Et si on arrive à croiser les choses, ça peut aller très très loin. Et donc, je pense à plusieurs projets, mais notamment un partenaire qui est la PJJ, donc qui est la protection judiciaire de la jeunesse, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. Et qui donc, une première année, a accueilli un photographe qui s'appelle Joseph Galix,
qui a travaillé avec des jeunes et ils sont allés au PMU du coin, ils ont travaillé sur le tiercé, sur le métier d'éducateur pour chevaux parce qu'il y avait 1 ou 2 jeunes qui étaient passionnés par les chevaux. Et donc, avec ça, ils ont fait des reportages photos, ils ont fait des interviews. Et l'année d'après, on a accueilli Catherine Duverger. Et donc, fort de cette première expérience, Laurence Chazal, qui était leur éducatrice, voilà, je pense qu'elle avait moins de crainte. Et donc, elle a accueilli Catherine avec des envies encore plus fortes, des moyens aussi, puisque, par exemple, elle a développé des moyens pour pouvoir payer un peu de matériel, ce qui n'était pas forcément prévu en amont. Et donc, avec Catherine, ils ont flashé des tissus et fait effectivement des tissus qu'ils ont après cousus avec une étudiante. Et donc voilà, le projet, là, il est allé très très loin en très peu de temps finalement. Mais voilà, c'était inimaginable au début en tout cas. Et alors ça m'amène à une autre question, c'est que finalement, dans ce hors les murs, qui y va ? C'est-à-dire, est-ce que c'est les médiateurs, médiatrices ? Est-ce que c'est les œuvres ? Est-ce que c'est les artistes ? Voilà. Et donc, comment, peut-être Olivier, comment tu décides qui y va ? Quand est-ce que toi, tu y es ? Et aussi la sélection des œuvres, on en avait parlé, et qui les fait vivre après, une fois qu'elles sont installées dans les lieux. Je dirais que tout ça, c'est un travail d'équipe. C'est toute une équipe. Hein. C'est autant la directrice du Fracartothèque, Catherine Texier, qui a accompagné tous les projets, qui était même à l'initiative du projet avec une personne du village, Janine Laroudi, qui était retraitée de l'Éducation nationale et qui avait extrêmement envie d'accueillir une exposition, en vérité, au début. Et c'était faute de lieu. Et pourtant, on avait cette habitude, cette expertise dans le travail d'adapter un espace dans un petit village qui puisse recevoir des œuvres. Mais là, c'était vraiment pas possible, tant pour des soucis de valorisation que des soucis de conservation. Et c'est là, face au militantisme de cette personne et puis des gens du village, qu'on a trouvé cette formule de lieu en lieu. Après, qui y va sur les 2 premières éditions, par exemple, moi j'ai été associé que sur la partie un peu médiation et le suivi. Et puis c'est dès la 2e édition, j'ai fortement milité auprès de Catherine en lui disant que moi j'étais chargé des publics à l'époque et je me disais mais là on a effectivement un projet qui est vraiment dans l'ADN des artothèques, c'est-à-dire que des gens empruntent des œuvres, mais je me disais c'est pas simplement pour la sphère privée, c'est dans l'espace professionnel, qui reste quand même chez eux pour eux, je tiens à vous le dire. Ils nous le rappellent souvent. Mais pour moi, il y avait une autre dimension qui était celle de montrer. C'est-à-dire qu'ils choisissaient des œuvres pour les montrer et pour les partager avec les gens du village, mais aussi pour les partager avec les touristes, parce que c'est un lieu très touristique autour du lac de Vassivière. Et du coup, moi, j'ai dit à Catherine, j'ai vraiment très envie de m'en occuper parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on valorise aussi la parole de ces personnes-là. Et j'aimerais on a développé ensemble cette idée de médiateur relais. Alors le terme, il est discutable, mais c'était au moins pour nous, pour qu'on arrive à conceptualiser ce qui se passait. C'est l'idée à un moment qu'on allait laisser tout un chacun, la bouchère, le garagiste, les journalistes de la radio, parler des œuvres à leur façon, avec leurs mots, avec leur sensibilité, et que tout ça n'était pas problématique. Alors je dis c'était pas problématique, c'est justement parce que moi j'ai eu des homologues qui m'ont dit mais tu peux pas laisser dire des gens, faire des contresens sur les œuvres. Et moi j'ai été vraiment très soutenu par Catherine là-dessus, parce que ce que je disais, c'est que moi la possibilité même du contresens, si contresens il y a, elle me paraissait intéressante dans la mesure où elle ouvrait un débat, une discussion, et ce qu'on avait envie ensemble, je crois tous, toute l'équipe d'ailleurs, c'était que les gens parlent d'art et de façon très décomplexée. Là que le projet réussit, je pense que quand les soi-disant bénéficiaires s'emparent complètement du projet, c'est que tout est gagné. Et quand ils arrivent à parler à leur manière des choses et que on sait plus qui est médiateur ou qui est professionnel ou non professionnel, c'est génial. C'est ce qu'on espérait. Et juste une petite anecdote, je me souviens, mais plus sur la notion du choix
il y avait un petit restaurant qui est même pas en centre-ville, hein, qui est à quelques kilomètres, vraiment perdu dans la campagne. Et puis le chef avait très envie de participer à l'événement à Ranlieu, mais en vrai, il n'était pas du tout attiré par l'art contemporain. Je crois même qu'il avait des réticences. Et moi, je lui avais dit en off, j'ai dit, écoute, je prendrai le temps. Et voilà, ce temps-là, on me l'a accordé aussi professionnellement. Je prendrai le temps de passer vous voir, et puis je vous rencontrerai. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu arriver sur un chemin avec plein de plantes dans les bras. Il m'avait complètement oublié, en fait. Et puis là, il m'explique, il me dit, cette plante, elle est formidable, elle a telle saveur, celle-ci, elle a des vertus thérapeutiques, nanana. Enfin, il connaissait incroyablement les plantes. Puis il s'arrête et il me dit, mais vous m'avez amené quoi comme œuvre? Et je lui dis, moi, je vous ai absolument rien amené. Je venais pour vous rencontrer, pour savoir qui vous étiez, qu'est-ce qui vous animait. Et il était un peu déçu. Mais pour moi, c'était la condition sine qua non, en fait. Et du coup, je suis revenu avec une quinzaine d'œuvres. Et notamment dedans, pour ceux qui connaissent le travail de cet artiste, il y avait des œuvres de Herman de Vries, des collectes de feuilles et des terres frottées, donc des œuvres assez radicales. Et j'avais senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Dès qu'il a vu les terres frottées, il y a eu un coup de foudre et il m'a dit « mais c'est incroyable, mais il faut que j'expérimente plus dans ce que je fais, il faut que j'aille plus loin, je vais faire des sauces à base d'argile. » Et moi, là, je me dis « mais voilà ». Là, c'est réussi, parce qu'effectivement, on a une relation en tant que public. Si on venait voir l'œuvre exposée chez lui, où on savait qu'il allait... tout ce qu'il allait nous dire, personne d'autre l'aurait dit, je pense. Et puis, si vous découvriez sa cuisine, finalement, il y avait des correspondances directes avec les œuvres qui étaient présentes. Et voilà. Et du coup, ça me fait penser à autre chose, quand les personnes fréquentent les œuvres, fréquentent les artistes, en tout cas ont ce rapport-là, ils sont dans un contexte émotionnel différent d'une visite classique dans les murs, on va dire comme ça. Et donc, est-ce que, il faut forcément lâcher prise sur, en effet, ce que tu dis, le discours de non-spécialistes qui vont s'approprier les œuvres, et tant mieux, hein, mais quand je dis lâcher prise, c'est qu'on a peut-être toujours envie de respecter certaines choses qui sont dites, mais là, il faut laisser l'œuvre vivre, ou en tout cas les artistes aussi. Faut qu'eux acceptent que leur œuvre soit présentée, montrée, et après qu'elle leur échappe complètement. Donc, je ne sais pas si vous voulez un petit peu rebondir là-dessus, en tout cas sur sur cette manière de découvrir les œuvres autrement pour le public, et peut-être cette familiarité. Alors peut-être plus Stéphanie, est-ce que tu as pu voir soit une évolution, ou en tout cas le regard de résidents évoluer sur certaines œuvres des artistes, parce qu'ils montrent leurs œuvres dans un contexte qui n'est pas du tout celui d'un écrin ou d'un musée avec des murs bien blancs, des conditions de monstration au optimum. Là, on est dans un EHPAD, quoi. Tu accroches quelque chose, ça révèle le bordel qui est à côté. Donc, c'est vraiment assez ingrat. Donc, il faut déjà accepter de montrer son œuvre dans ces conditions-là, avec une température qui n'est pas la bonne, avec des conditions aussi de sécurité qui ne sont pas celles d'un musée. Donc, les 3/4 des choses sont volées, il faut le savoir. On a exposé un bassin d'une artiste qui s'appelle Nina Bouganim, qui avait des petites pièces en fait collées. C'est un bassin à vœux. Et en fait, toutes les pièces ont été décollées, elles ont toutes été volées. Voilà. Il y a un bout de chaîne qui a été cassé. On a retrouvé une résidente dans le bassin en train de patauger. Donc même nous, on s'est dit, mais en fait, on est hyper inconscient, elle aurait pu se faire mal et tout. Donc je pense que l'œuvre, on va voir, c'est une des seules œuvres qui est en pré, en fait, qui n'est pas une œuvre qui a été créée in situ. Mais voilà, en fait, ça montre la limite du truc. Cette œuvre-là, on a voulu la montrer parce qu'avec Nina, il y avait tout un projet autour des lieux où se réunissaient les femmes, et des lieux justement de rencontres, de discussions, d'échanges. Et l'œuvre existait déjà, et en fait, ça se sent, parce que dans le quotidien, cette œuvre-là, elle ne fonctionne pas forcément. Les résidents n'ont pas suivi le process de réalisation. On voit que c'est quelque chose qui a été fait à côté. Donc voilà, donc déjà, ça déplace les artistes.
Et après, au niveau des résidents et des résidentes, il faut que je sois honnête, chaque jour est un nouveau jour, rien n'est acquis. C'est le seul public avec qui je travaille où rien n'est acquis. Je pense que c'est comme ça, il faut l'accepter, on est sur le moment présent et c'est tout. Il ne faut pas avoir l'ambition de demain. Et en plus, c'est terrible à dire, mais les gens partent vite, donc, mais aussi bien chez les résidents que dans les équipes. Donc il y a toujours tout qui est à refaire, quoi. Moi, je voudrais dire aussi que le rapport à l'image de l'artiste aussi, il évolue, puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rapport un peu plus horizontal que si on allait au musée où il y a une œuvre sacralisée, mais que finalement, on fait ensemble, on pratique ensemble, on vit une aventure ensemble. Et du coup, le public va se permettre de faire peut-être des choses qu'il aurait jamais fait dans un musée, ça c'est même sûr. Mais l'artiste aussi va peut-être tenter des pas de côté. Et du coup, là, je repense au projet avec la PJJ, pour lequel le point de départ, c'est les oiseaux, la Somme, qui était un sujet qui intéressait Catherine. Et du coup, elle a découvert que parmi les jeunes, il y en a qui étaient passionnés par la nature. Et donc, il y a eu cette idée de travailler sur les oiseaux, sur la Somme, qui passait juste à proximité de leur lieu de rendez-vous. Et donc, ils sont allés découvrir la Somme qui était juste à proximité. Ils ont découvert, du coup, peut-être un lieu qu'ils ne connaissaient pas, qui était à 5 minutes et qui était un lieu de départ pour leur expérimentation. Et dans cette aventure, ils sont même allés découvrir les ortillonnages avec un artiste qui est un chanteur d'oiseaux et qui donc imitait le cri des oiseaux avec eux sur une barque dans les ortillonnages. Et donc voilà, il y a un rapport qui est complètement différent à ce qui est de faire œuvre. On vit vraiment les choses ensemble et c'est une aventure humaine. Je voulais juste dire un petit mot, en fait, parce que souvent aussi on parle de la dimension, du caractère un peu sacré des espaces dédiés à la création, et plus par cet héritage finalement, ou le lien en tout cas au musée. Mais effectivement, dès que je pense à des artistes, je pensais là à une phrase de Bertrand Gaden qui me disait que quand on travaille dans la rue, dans l'espace public, on n'a plus affaire au même code. Mais là, c'est la même chose, en fait, c'est qu'on n'a plus du tout affaire au code classique. Alors, avec les risques que ça court, sur les questions muséales, si je puis dire, mais effectivement, comme vous dites, c'est une histoire de pas de côté qui est à jouer, et nous, c'est la même chose sur l'art en lieu. Alors, c'est différent, ils reçoivent des œuvres, elles ne sont pas produites pour l'occasion, mais c'est des œuvres qui sont montrées dans d'autres configurations, et là, il faut accepter... comme tu le disais tout à l'heure, il faut accepter que c'est pas un white cube, justement. Donc, c'est d'autres règles, d'autres codes qui jouent. Puis là, je pensais, dans le cadre du projet qu'on mène, c'est que c'est dans leurs espaces. Et c'est comme je vous disais, on a beau arriver en parlant de conservation préventive, on le rappelle timidement, mais on le rappelle à chaque fois. Enfin, voilà, on fait ça de façon feutrée. Mais... au final, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, mince, je voulais dire autre chose et ça m'échappe pas. Pardon, je vais d'un coup m'arrêter là. L'enjeu, c'était aussi qu'il y avait déjà des choses au mur. Il y avait déjà des reproductions, des anciennes, des reproductions d'œuvres et des anciennes productions qui avaient été faites avec l'équipe d'animation, qu'il ne faut pas justement dénier. Ils font un travail hallucinant, mais qui n'est pas le même que nous. Donc, pas le même, pas parce qu'il est mieux ou moins bien, mais c'est différent, c'est une autre démarche, c'est pas une démarche sur le long cours. Donc, il fallait dealer avec ça, avec ces œuvres qui avaient été réalisées sur les 4 saisons, avec des collages et des capsules de Nespresso. Et franchement, ça avait sa place. Mais il fallait que des artistes comme Mimosa Echard soient OK pour mettre son œuvre à côté de ça. Après, il y a eu Bonfried qui est venu, qui a super bien retourné le truc, c'est qu'il a récupéré toutes ces reproductions d'œuvres, pas les productions des ateliers, et il a retravaillé dessus avec les résidents et les résidentes. Donc, ils ont repassé sur ces reproductions de tableaux un peu... il appelle lui des croûtes. Mais donc voilà, ça a permis justement de transformer, d'avoir cette idée de la transformation qui est au cœur de notre projet aussi. Transformer en gardant ce qui est là au départ et pas complètement l'annihiler. Ça me fait réagir parce que je pense c'est une petite anecdote, mais je voulais vous la partager.
dans les toutes premières éditions, il y avait eu des œuvres de François Morlet qui avaient été accrochées dans la boucherie. Et il se trouve que François Morlet avait dû faire un voyage du côté du Centre d'art de Vassivière et avait vu les documents de com. Il n'était pas allé voir le lieu en lui-même, mais il nous avait appelés. Moi, j'étais en vacances à ce moment-là. Puis je me souviens, je rentre de vacances. La directrice m'avait laissé un petit mot. Il faut absolument que tu rappelles François Morlet avec les numéros de téléphone. Et comme on n'avait pas pu s'échanger, je me disais, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais un peu anxieux en appelant. Et en fait, pas du tout. Il était hyper ravi. Enfin, il m'a dit, j'ai pensé que c'était un homonyme, qu'il y avait un artiste local qui s'appelait François Morlet et qui exposait à la boucherie. Et il était hyper intéressé que je lui explique le projet, en fait, qu'est-ce qui se passait. Et il me disait, mais c'est incroyable. Enfin, il avait presque le sentiment qu'on avait rendu un peu sauvage, finalement, ses œuvres. Et ça le touchait beaucoup. Voilà. Donc, enfin, je pense que les artistes sont plutôt... On peut avoir des craintes, effectivement, à faire tout ça, mais en général, ils sont plutôt ouverts à ce genre de tentatives. En tout cas, ce genre de projet leur offre des espaces qu'ils n'avaient pas forcément imaginés. En effet, une boucherie. Cette photo derrière, je la trouvais très, très bien. Et là, Sybille, peut-être sur la manière dont les artistes aussi s'adaptent finalement au public. Et donc là, tu parlais de cette course de chevaux, c'est ça? Parce qu'il y en avait deux qui, au début du projet, avaient cette appétence. Peut-être creuser un petit peu ce moment-là, c'est-à-dire que donc, l'artiste arrive, rencontre un groupe, c'est qu'il va travailler peut-être une dizaine d'heures avec et doit tout de suite s'adapter dès le début aussi, donc est obligé de modeler un petit peu ce qu'il avait prévu. Enfin voilà, comment au moment, alors peut-être au moment où tu les choisis, parce qu'on peut-être pas toute seule pour le choix, mais on peut peut-être revenir un peu là-dessus. Il y a cette question de choix parce que c'est vraiment des missions, des résidences missions particulières, les Cléa. Alors effectivement, il y a le moment du choix qui est décisif puisque en fait, on est un comité avec les différents partenaires institutionnels que sont la DRAC, l'Éducation nationale, le département et la ville d'Amiens. Et donc, on fait un appel à projet où il y a eu à peu près une trentaine d'artistes qui répondent pour 3 projets. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on fait déjà un choix sur des artistes qui vont vraiment être capables de s'adapter aux différents publics. Enfin, on le sent parce qu'en général, c'est des artistes, quand on voit leur CV ou leur book, on voit qu'ils ont une capacité à se renouveler et qu'en général, ils ont eu beaucoup d'expériences aussi similaires. Donc, on sent déjà qu'ils ont une capacité effectivement à modeler leurs gestes artistiques. Et puis, ils ont leur recherche personnelle, mais ils ont aussi la capacité à sortir de ce moment de recherche personnelle pour utiliser des outils, leur démarche qu'ils ont l'habitude de travailler et faire un pas vers le public. Mais le public fait aussi un pas vers l'artiste. Il va vers l'inconnu, un petit peu vers l'artiste. Et donc, effectivement, l'artiste s'adapte, mais le médiateur aussi crée un moment potentiel où il va connaître aussi un petit peu peut-être les contraintes ou les cadres ou les envies de certains publics. Et donc c'est un peu comme une recette où en fait tu réunis finalement des publics, un artiste, et des fois tu vois que ça va le faire, et puis on a déjà fait des rencontres et finalement ça n'aboutissait pas, et ça arrive que le gâteau ne prenne pas, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a quand même une confiance qui se met en place. Et même si les partenaires restent, les publics changent. Donc, il y a aussi des artistes qui changent, des projets qui changent. Et on n'est jamais garanti de ce qui va se passer. Mais c'est effectivement le but de ces résidences-là, c'est d'initier un geste artistique, d'initier finalement un processus, une démarche, de faire des choses ensemble, de découvrir aussi l'univers artistique de l'artiste qui intervient. Donc c'est pour ça que si on peut avoir un moment où l'artiste va pouvoir exposer par exemple son travail, comme l'avait fait Catherine Duverger l'année dernière à la Maison de l'Architecture qui est juste à côté, et les publics pouvaient se déplacer là-bas, aller découvrir son travail. Il y avait aussi un moment d'atelier où ils pouvaient faire des briques, on les voyait tout à l'heure, les briques en papier. Et donc, il y avait vraiment un moment d'expérimentation où on réalisait... donc ça, c'était Habitat Humanisme qui était venu. Et donc, ils réalisaient des briques dans leur institution. Ils étaient venus aussi faire des constructions là-bas. Mais voilà, c'est
c'est jamais garanti, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est le but des résidences missions, en fait, c'est vraiment d'expérimenter et de prendre un chemin ensemble. Oui, le but finalement, c'est qu'il y ait une rencontre qui se crée, quelque chose qui se passe un temps, et s'il y a une production ou pas à la fin, c'est... En tout cas, il y a de la production, mais en tout cas, on ne va pas forcément la montrer. Mais il y a quand même des choses qui se font en spectacle vivant ou en art plastique. On pratique, on fait, mais il n'y a pas forcément l'idée d'une restitution d'un objet fini qu'on va devoir faire pour une exposition. Et dans ce cas-là, il y a forcément une pression supplémentaire. C'est comme quand on était à l'école et qu'on devait préparer la fête de fin d'année. C'est pas du tout la même que de faire un atelier juste pour le plaisir, sans qu'il y ait forcément un objectif au bout. Même si, effectivement, dans le processus artistique, il peut y avoir un moment de monstration qui est quand même important pour montrer son travail et partager son travail avec le public. Nous, les conditions sont déjà assez rédhibitoires pour que quand l'artiste vient, il a envie, quoi, parce que c'est travailler dans un EHPAD avec, je vous le cache pas, un budget qui est très restreint. Donc tous les artistes ont le même cachet, la même somme de production, qu'il soit Mimosa Auchard ou un étudiant de l'école d'art. Donc ça, il y a vraiment un principe comme ça d'horizontalité entre les différents artistes. Et puis après, nous, on part des besoins des résidents et des résidentes. Donc en fait, on a ce premier état des lieux. Et en fonction de ce que vont nous demander les résidents et les résidentes, on va cibler des artistes qui peuvent répondre à cette demande. Et alors, me vient la question de la mobilité des publics. On l'a un peu évoqué quand même. C'est-à-dire que, oui, on est sur du hors les murs, mais il y a aussi la question de savoir à quel moment il y a cet échange qui se fait, où le public vient en tout cas, soit dans les expositions proposées par les artistes, soit dans les murs, si vous en avez, ou est-ce que finalement il y a aussi des échanges entre les différents lieux d'exposition dans le village? Enfin, est-ce que vous avez vu que ça... donc il y a eu tu disais, des moments où les résidents ont pu sortir de l'EHPAD. Oui, on a organisé donc ça, c'est vraiment très organisé. On va dire qu'ils sont de toute façon pas tellement libres de pouvoir... Non, ils ne peuvent pas sortir de l'EHPAD librement. Ils sont... Que ce soit organisé. Mais il y avait mais il y a eu cette visite-là, j'avais très peur. C'est marrant parce que j'étais très anxieuse. J'avais peur de leurs remarques, de leurs critiques, et en fait, ça s'est super bien passé. C'était pour une exposition sur la thématique du vent, où il y avait essentiellement des installations immersives avec très peu de choses, très minimales. Je me suis dit, mais ils vont détester. Et en fait, je pense que rien que le fait de sortir, de retrouver une activité, de rencontrer d'autres gens, de sortir du collectif, c'était hyper content. Alors on sort après en petit nombre, hein, ils sont 5. C'est ça aussi le luxe du projet, on ne l'a pas précisé, mais c'est que l'artiste peut travailler avec une personne ou avec 10, c'est lui qui choisit. Il peut soit travailler en chambre, ou soit avec... voilà, il n'y a pas de quota de bénéficiaires, hein, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais... donc voilà, nous, je le disais au début de notre échange, l'intérêt, c'est qu'ils redeviennent, qu'ils se remettent en mouvement, donc qu'ils fréquentent aussi après... grâce à des partenariats, l'opéra, le CDCN, qu'ils aillent voir des spectacles de danse, voilà, qu'ils aient envie de découvrir plus que ce qu'il y a. Nous, c'est marrant parce que le hors des murs, c'est vraiment là, pour le coup, une porte d'entrée, quoi, vers autre chose, vers une fréquentation des lieux de culture. Je veux bien un petit mot parce que nous, on était habiles, c'est qu'on a fait un projet où, à l'échelle du village, c'est hyper difficile de ne pas aller dans les autres lieux parce que c'est chez le garagiste, donc il ne faut pas avoir de problème avec sa voiture. Il y en a chez le proxy, donc la petite supérette, chez le boucher, il y a tous les lieux qui font la vie locale. Donc, alors ça n'a pas été fait pour qu'ils fréquentent nécessairement les œuvres, mais ils peuvent pas. C'est incontournable finalement, et ça fait vraiment partie. C'était un des enjeux du projet, c'est vraiment de participer de générer ou de contribuer à cette communauté finalement. Alors ça, c'est pour l'échelle du village. Et après, ça, c'était quelque chose qu'on a fortement développé. C'était sur les premières éditions, c'était simplement des gens qui choisissaient
dans la collection. Puis très vite, on s'est dit, mais il faut aller au-delà de ça, parce que sinon, on va vite épuiser les gens. Et finalement, rien ne ressemble plus à la diversité que la diversité. Donc, on a associé le centre d'art, et pour associer les médiateurs du centre d'art, moi, je leur demandais de choisir le thème de l'exposition. Puis après, c'est quelque chose qui s'est fait entre nous en équipe au fil des ans. Et du coup, il y a une thématique commune, enfin, je dis une thématique, un axe, une orientation commune, qui fait que quand on n'est pas de Royère de Vassivière, on pourrait avoir envie de voir cette exposition-là à l'échelle d'un village, donc à être effectivement dans des lieux insolites et inhabituels. Et ça, c'était effectivement aussi pour toucher les gens qui sont en vacances à proximité. Et puis, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était... tout à l'heure, on voyait la boucherie, par exemple, avec une œuvre de Sonia Delaunay. C'est qu'est-ce qui se passe quand on vient faire... On est amateur d'art, finalement, on vient d'une autre région, et puis on découvre une œuvre où on s'y attend absolument pas. Je dis celle-ci, ou ça pourrait être une autre, peu importe. Mais... oui, qu'est-ce qui peut jouer quand on découvre une œuvre dans un lieu où on ne s'y attend pas? Et inversement, ce qui m'intéressait, c'était quand on est client de la boucherie, qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient faire, qui émerge dans un espace que vous connaissez bien, et toutes les interrogations que vous êtes amenés à vous poser. Et il se trouve que justement, la figure qui fait le lien, c'est l'hôte de l'œuvre, là en l'occurrence, par exemple, la bouchère. Et alors, avant de vous laisser la parole pour poser les questions, j'en avais une dernière, mais qui sera pour tous les trois. Hein. C'est finalement pourquoi on fait ça. Une question qu'on s'est posée, finalement, pourquoi et pour qui, ouais. Et surtout, pour qui, ne pas perdre de vue, cette question. Donc voilà, je vous laisse peut-être presque conclure, on va dire, sur cette question-là, parce qu'après, on prendra les vôtres de questions et on continuera bien sûr d'échanger. Moi, je me pose tous les jours la question, parce qu'on est dans l'ordre, on l'a dit tout à l'heure, de la sphère intime, du domestique, même si on travaille essentiellement pour le moment sur les espaces communs. Dès lors où on infiltre les couloirs, on a accès aux chambres, on a accès à l'intimité des gens. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la subtilité, pas arriver avec ses gros sabots et sa vision de l'art et de ce qui est bien, pas bien. C'est pour ça que nous, en fait, on passe par des œuvres quasiment qui répondent à des demandes, à des besoins, qui ont un usage. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un papier peint qui a été réalisé par Camille Chastan dans le réfectoire. C'était une demande, en fait, des dames qui font l'office. Elles font des petits bouquets de fleurs tous les jours sur les tables. Et elles avaient envie d'embellir leur réfectoire. Et on a fait un atelier avec Camille Chastan où ils ont travaillé sur le symbole de la fleur. Et elle en a fait un grand papier peint pour ce lieu-là. Voilà, on a aussi... quoi d'autre? On a en ce moment Fabienne Guibert-Burgoa qui va faire des couchettes pour les chats de l'EHPAD. Ça paraît... Mais voilà, donc on répond quand même toujours à une demande. On n'est pas déconnecté. On fait super attention à ça. Il y a toujours Bonne-Frique qui, dans le hall d'accueil, a transformé des colonnes en pseudo-colonnes de Buren mal faites. Ça a suscité plein de discussions. Mais voilà, là, je me disais, punaise, on est quand même... faut faire attention de ne pas imposer un truc parce qu'ils vivent avec. Après, eux, ils se lèvent avec et... C'est pas juste une blague, en fait. Il faut faire super attention. Effectivement, je suis d'accord avec toi qu'on se repose souvent la question de pourquoi on fait ça et quelquefois on a des réactions du public sur lesquelles on sent qu'il faut faire effectivement très attention. Et en même temps, pour moi, c'est vrai que c'est très important d'avoir le retour du public et à la fois du public professionnel, on va dire les partenaires avec qui on travaille, mais aussi avoir des retours du public bénéficiaire. Et c'est vrai que quand on travaille aussi avec des jeunes, par exemple de Coalia, qui est donc une association qui accueille des jeunes migrants isolés, et c'est vrai que quand on voit l'impact que ça peut avoir pour eux en termes aussi de vivre ensemble, de faire communauté, ça donne beaucoup de sens en fait à nos métiers. Je vais m'en sortir par une pirouette. Je vais juste dire, mais pourquoi on ne le ferait pas? En vrai, je ne sais pas du tout. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je n'ai aucune idée de pourquoi on fait ça. Enfin, pourquoi moi, à titre personnel, je le fais. Mais
Mais si je le faisais pas, je serais malheureux, je crois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 25 minutes, donc on a le temps. Et on voulait justement garder ce temps pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous aviez en tête. N'hésitez pas. Bonjour, Julie Lamier du Fonds d'art contemporain Paris Collection. J'ai une question pour Olivier Baudet. Du coup, concrètement, comment vous faites pour accrocher des œuvres dans des lieux aussi improbables que chez un garagiste ou chez un boucher? Voilà. Enfin, techniquement. Alors, non, techniquement, ils acceptent les trous dans les murs? Pardon? Est-ce qu'ils acceptent les trous dans les murs? Ouais, alors c'était compliqué. C'est-à-dire que des fois, nous, on accepte... non, alors, les trous dans les murs, ça n'a jamais été vraiment... Enfin, ça devient un problème désormais, mais ça ne l'a jamais été au départ. C'est un paradoxe. Je pense chez le boucher, par exemple, ce qui a été difficile, c'était le mur, c'était du placo papin. Donc, on disait c'est sympa, mais ça faisait pas fini, quoi. Et il a fallu au début assumer une année le placo papin. La deuxième année, c'est des bénévoles en fait du village qui sont allés peindre son mur. Et puis une fois que son mur a été peint, d'année en année, c'est là où il a plus fallu faire de trous parce que c'était hyper beau, son mur bien peint. Donc, on tend des câbles, on se débrouille. Non, on a la chance d'avoir des gens à la régie qui sont hyper inventifs et qui trouvent des solutions. Donc, non, en vrai, ça n'a pas été... le fait même d'accrocher n'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver où, en fait, à chaque fois. Donc, bien évidemment, vous vous doutez, c'est pas dans l'espace où les véhicules... C'est dans le bureau, en gros, quand vous allez payer votre facture, vous découvrez l'œuvre. Non, je crois pas que j'en ai mis. Non, voilà. Chez le boucher, oui, là c'est chez la coiffeuse par exemple. Voilà. Alors chez la coiffeuse, c'est un très bon exemple. Il y a un trou. Là vous avez. C'est pour ça qu'il est. Alors il est volontairement un petit peu haut. Là c'est une peinture d'Anne Brégeot. C'est qu'elle a un petit. On fait attention à tout ça justement, à leur manière d'être et de vivre, etc. Elle a un tout petit chariot où il y a tous ces produits d'entretien et qui est à peu près à la hauteur de ce que vous voyez sur le petit muret. Donc c'est comment finalement elle peut vivre au quotidien avec l'œuvre sans avoir à la taper, sans avoir à l'endommager, quitte à ce que ce soit un petit peu haut. C'est du dialogue, oui. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein, c'est et puis l'œuvre, c'est une œuvre qu'ils ont choisie. Hein, c'est pas nous qui la choisissons pour eux. Donc une fois qu'ils l'ont choisie, ils ont envie de la voir, ils ont envie de la montrer et de la partager. Et ça, je pense que ça facilite beaucoup de choses en fait. Oui, Sylvia Girel, sociologue. Moi, je vous remercie vraiment pour vos interventions. C'était extraordinaire. Et alors, vous illustrez mais parfaitement les enquêtes qu'on essaie de conduire et les résultats qu'on essaie de produire en ce moment. Alors, nous, on parle de... Il y a vraiment un tournant, on trouve, dans l'approche des publics et la manière de les travailler, de les aborder, avec une sorte de moindre exigence aussi dans ce qu'on attend des publics et dans la manière de vouloir les conduire à être confrontés à l'art. Alors moi, on parle beaucoup de liberté de création dans les mondes de la création. Moi, je parle de liberté de réception. Et j'ai retrouvé ça dans ce que vous disiez, avec aussi cette volonté de ne pas toujours aller vers l'expérience réussie de contemplation esthétique, accepter le ratage, accepter que ce ne soit pas comme on s'attendait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et ça fait écho à 2 journées qui vont bientôt être en ligne, qu'on a organisées récemment à Marseille, sur le soin dans les arts visuels, et qui réunissaient des artistes, des soignants, des publics valides, pas valides, handicapés, enfin vraiment des sociologues, différents chercheurs. Et c'était extrêmement intéressant et c'est peut-être la petite question que j'aurai à vous poser. Donc ce sera en ligne et vous verrez, c'était passionnant parce que chacun parlait avec ses failles, ses faiblesses, ses forces, mais montrait comment chacun allait chercher un public, des publics. Mais ça sera peut-être ma question, on était aussi chacun dans ces journées, et aujourd'hui pareil, on est aussi des publics en fait. Et moi j'aimerais bien savoir un peu les uns et les autres ce que ça change vous dans votre manière d'être public, de faire ces actions, et est-ce que c'est une question que vous vous posez? Moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a mis en fragilité dès le début, et je pense que c'est intéressant de revoir après, moi, ça fait 20 ans que je suis à la collection, et ça m'a permis d'appréhender ma manière de transmettre autrement. Je suis arrivée dans ce milieu-là, qui est quand même... assez déstabilisant, qui me questionne sur mes propres parents, avec des personnes qui n'avaient pas d'intérêt pour les mêmes formes que moi.
Et oui, ça m'a appris à développer un sens de l'écoute qui était encore plus grand qu'avant, je pense, de la part des résidents et des soignants. Et puis aussi à être sur le moment présent, hein. Ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais à me dire que rien n'est acquis et qu'à chaque fois il faut recommencer et autrement aussi, parce que voilà, avec ce réseau d'EHPAD, on voit très bien qu'en fait les choses qui fonctionnent à un endroit ne fonctionnent pas à l'autre. Donc c'est justement pas fonctionner avec des méthodologies toutes faites et les appliquer comme ça selon les typologies de public. Oui, c'est ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que dans tous vos projets, ce qu'on voit beaucoup, et nous on travaille beaucoup là-dessus à l'Observatoire, c'est des événements, des dispositifs qui ne sont pas forcément spectaculaires, grandioses, mais à un moment, à un endroit, et ajustés à un type de public. Moi j'ai pensé aussi à un projet sur lequel on travaille, c'est toute la lumière sur les SECPA, avec des classes de SECPA, et je sais qu'à un moment donné, on s'est un peu battu avec l'Observatoire et les porteurs du projet, qui voulaient, notamment côté rectorat, éducation artistique et culturelle, étendre le projet à toutes les classes. Et on disait non, surtout pas, c'est le leur. Et ça marche bien avec eux, c'est des projets sur le long terme qui durent toute l'année. Hein. Et j'ai retrouvé ça aussi dans ce que vous présentiez, de faire des choses qui sont forcément dans un temps long, parce qu'il faut prendre son temps, mais en même temps, pas nécessairement à développer, à déployer, à démultiplier. On marche en système de réseau quand même, mais on n'a pas de prérogatives ou de tips qu'on va appliquer à chaque fois quand on arrive dans un EHPAD. Déjà, dans chaque EHPAD, il y a un partenaire culturel qui est différent. Pour Bruxelles, c'est un théâtre. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes ressources. Donc, on s'adapte à chaque fois en fonction des équipes et des partenaires. Je sais qu'on a été énormément sollicité, notamment Catherine Texier a été beaucoup sollicitée sur le fait que c'était d'autres communes, d'autres lieux en fait, qui avaient envie du même type d'expérience. Et on disait, non, c'était fait pour Royard de Vassivière. Si on invente quelque chose, on invente avec toute l'humilité qu'il y a à avoir sur ça. Hein, finalement, ce qu'on pense avoir inventé, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait avant vous. Mais l'idée, c'est de construire quelque chose ensemble, en tout cas. Et donc, du coup, nécessairement autre chose. Et c'est vrai qu'on en parlait entre nous et qu'on se disait que c'était hyper important pour nous tous de ne pas arriver avec des modèles. On ne modélise pas quelque chose, en fait. Et on ne modélise pas parce que ce n'est pas possible. C'est surtout ça, sinon on le ferait. Mais on ne modélise pas parce que finalement, c'est la nature même de la rencontre avec l'autre qui, par définition, va être différente. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse. Oui, et puis je pense qu'on développe une énorme curiosité envers les différents partenaires et d'autres projets qu'on peut rencontrer ailleurs sur le territoire, tout en gardant l'idée, tiens, on veut regarder comment ça se passe ailleurs. Donc on débranche jamais tout à fait quand on part en voyage ou en vacances, mais en même temps, on sait que c'est difficilement adaptable forcément sur notre territoire. C'est toujours intéressant de voir comment font les autres, mais c'est vrai qu'après, il y a des spécificités à chaque fois. C'est aussi pour répondre à une partie de votre question. Je ne suis pas certain, ou alors je ne m'en rends pas compte, je ne sais pas où ça me change en tant que public. Par contre, ça me change dans mon approche professionnelle. Ça veut dire que ça me déplace hyper souvent. Et alors quand ça vous déplace là où vous avez envie d'aller, ça se passe bien, mais des fois c'est à l'inverse, c'est que vous prenez aussi un peu des coups. Des fois, ce n'est pas si simple que ça. Et à Royard de Vassivière, c'est un public assez difficile. Moi, les premières années, je me disais mais ça marche pas du tout en fait. Et puis c'est la personne bénévole qui les connaît tous qui me disait mais si Olivier, si ça marchait pas, il te le dirait. Donc et voilà, et parce que moi je les voyais pas s'enthousiasmer, je les voyais pas sauter au plafond, et je me disais voilà, finalement ça leur a pas tant plu que ça n'a pas été une expérience. Et c'est l'inverse, je me disais non, c'est si vous arrêtez là, ils vont pas être contents. Moi, j'avais une question. Clémence Renaud, chargée de projet pour le musée mobile. C'était par rapport à ce que vous donniez à voir au public qui n'avait pas forcément participé au projet. Alors, je parle donc à la fois pour vous, Olivier et Tiffany. Donc, je vois les œuvres qui sont exposées donc dans la boucherie, boulangerie, etc. Vous nous avez dit que les professionnels étaient un peu des médiateurs relais. Est-ce qu'il y a d'autres formes de médiation, d'écart
cartels, pas forcément, mais qu'est-ce qui reste et comment on explique le projet à tout un chacun. Et dans les EHPAD, du coup, ça peut être les familles, j'imagine, ou d'autres habitants qui viennent, quoi. Voilà. Nous, on propose des visites 2 fois par mois, mais au tout public, hein, pas seulement les familles. Donc, ça crée aussi de nouveaux croisements assez inattendus. Il y a des gens de l'extérieur qui n'ont pas forcément un membre de leur famille à l'EHPAD qui viennent visiter le centre d'art. Par exemple, à Bruxelles, les résidents et les résidentes sont beaucoup plus jeunes. Donc, il y en a certains qui font toutes les visites guidées. Nous, c'est pas possible. À Avignon, c'est beaucoup de personnes en fauteuil coquille qui sont très abîmées. Donc, ce sont des médiateurs de la collection Lambert qui viennent faire les visites ou des soignants, voilà, ou l'équipe d'animation de l'EHPAD. Mais les résidents, alors, ils ont une pratique, mais ils ont du mal à se déplacer. Donc, c'est plus compliqué pour eux de faire tout un parcours guidé. Alors juste pour que tout le monde, ça soit clair pour tout le monde, quand on parlait de professionnels, c'est les gens qui accueillent les œuvres. Hein. C'est pas des professionnels de l'art contemporain, mais c'est les professionnels, un garagiste, la coiffeuse, etc. Et effectivement, c'est eux qui sont médiateurs. Et comme je vous disais, j'avais des homologues à l'époque qui vivaient très mal le fait que finalement on laisse tout un chacun s'exprimer. Moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais j'ai voulu le prendre en compte. Je me suis dit, il faut aussi l'entendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la parole libre. Donc, ce qu'on a fait, je me suis retrouvé à le faire tout seul. Ce que j'ai fait à l'époque, c'était un livret avec des notices très fines. Là où, d'ailleurs, je sais qu'on est très attentif à la langue, au lexique utilisé, mais à l'époque, moi, ça m'était égal que ça soit des textes un peu plus complexes, un peu plus élaborés, parce que je me disais, de toute façon, c'est les gens qui sont amateurs de ça qui vont les prendre. Et ce qui était important, c'est que ce livret réunissait toutes les œuvres exposées, les différentes démarches d'artistes, et puis un plan. Et il était remis gratuitement à l'Office de tourisme. Et je vous dis ça parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, parce que j'avais vu justement une fois le boucher lire un des cartels, et puis au moment où il a lu le cartel, c'était fini, il ne parlait plus, il s'était fermé, il était hyper mal, et j'ai senti ce malaise tellement profond que je me suis dit, là, on lui a fait violence, en fait. Et moi, je pense qu'en lisant une littérature... notre jargon, finalement, il s'y est pas retrouvé, et je pense que ça l'a mis face à toutes les difficultés, toutes les contraintes. Donc, c'était important que ce livret, il soit pas à côté de lui en permanence, et que finalement, le premier lien qu'on ait, c'était le texte et puis sa parole ensuite. Et finalement, il les ouvrait pas. Enfin, il les ouvrait pas. Les professionnels qui étaient pas à l'aise, c'est simplement qu'ils les ouvraient pas. Et voilà. Et c'était plus simple. Alors peut-être il y a d'autres façons. Et puis sinon, oui, on fait toujours un temps de rencontre. On associe la radio aussi, donc il y a des émissions de radio. L'année dernière, mes collègues ont fait des podcasts, des vidéos aussi. Moi, l'année dernière, j'ai aussi expérimenté. Alors voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est expérimenter. Et comme on le disait, quand on expérimente, on n'est pas certain du résultat. Mais de faire à l'échelle du village, ça faisait très longtemps qu'on avait parlé de ça avec un collègue et ami. De faire un arpentage, vous savez, comme ça se fait en littérature, et donc ces expériences tirées de l'éducation populaire, où finalement à plusieurs on prend un livre et on se le partage. Et là on a fait un atelier d'arpentage de l'exposition où quelques personnes allaient à la boucherie et on échangeait tous ensemble et on parlait d'exposition de ski. Et moi je leur avais surtout pas dit vous interrogez bien l'hôte de l'œuvre. Et finalement, ils avaient tous fait ça, et ils nous parlaient tous à la fois. Ils parlaient du lieu, de la personne et des œuvres, donc c'était formidable. Et après, on multiplie plein. Il y a plein de petites choses, mais c'est jamais forcément les mêmes chaque année. Donc, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Bonjour, merci pour votre partage, c'était super. Je m'appelle Elia Decour, je suis responsable du service des publics au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice,
qui est fermé actuellement. Donc, on déploie une programmation hors les murs. Et à côté de ça, je suis co-directrice d'une association qui s'appelle Entre Deux, qui propose des projets dans des espaces non dévolus à l'art. Et depuis 2 ans, on fait donc un programme culturel dans un EHPAD, avec à la fois une résidence par mois d'une semaine et une programmation de spectacles vivants. Camille Chastan est venue chez nous il y a 1 an et demi à peu près. Et donc ma question, c'était plus sur la mobilisation des publics, parce que nous, on l'a vu vraiment, vu que c'est une action qu'on fait tous les mois. On sait que les résidents sont là, à leur échelle, ils participent comme ils peuvent, et en tout cas, ils attendent avec impatience ce rendez-vous-là. Autant, on n'arrive pas du tout à mobiliser les publics extérieurs, alors qu'il y a vraiment cette volonté de l'EHPAD d'ouvrir sur le quartier. Là, il y a un bistrot qui est en train d'être monté dans l'EHPAD pour aussi voilà, vraiment faire vivre le lieu. Donc, il y a vraiment cette volonté de notre part aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'y arrive pas très bien. Donc, je ne sais pas, votre retour d'expérience par rapport à ça m'intéresse. Ah non, c'est la même chose. Et nous, ce qui est trop triste, c'est qu'on a aussi beaucoup de mal à mobiliser les familles. On a créé des parcours de visite et des ateliers pendant les journées du patrimoine, et en fait, il y avait 0 famille. Donc, il y avait des gens de l'extérieur, mais il y avait très peu de familles. Donc après, on le fait aussi pour les résidents et les résidentes, mais c'est très difficile. En plus, nous, il est extramuros, il est vraiment dans une zone commerciale triste à mourir. Donc, c'est difficile, mais ça demande du temps, hein. Je pense que peu à peu, les gens prennent connaissance du projet. Alors nous, pour l'inauguration, on a fait venir, par contre, la planète entière, parce qu'il y avait le Festival d'Avignon. Donc, il y avait des comédiens, c'était hyper joyeux, mais au quotidien, c'est plus compliqué. Ouais. Non, c'est un travail qui demande du temps. Il n'y a plus d'autres questions. Moi, j'avais une dernière pour Sylvie, justement, sur ce qui... Enfin, Sylvie, et puis après, ouverte à tous, hein, mais peut-être sur ce qui reste à la fin de ces actions. Donc, j'imagine que enfin, voilà, quelle trace est gardée par les personnes qui ont participé à tout ça. Et donc là, ça fait 3 ans que c'est mis en place. Donc, c'est peut-être aussi un peu court pour voir s'il y a déjà des habitudes qui vont se créer ou voilà, mais voilà, comment déjà, qu'est-ce qu'ils gardent? Est-ce qu'ils gardent quelque chose? Et voilà. Alors effectivement, déjà ça dépend du style d'artiste. En art visuel, souvent on peut quand même avoir une trace papier. Il se trouve que puisqu'on a eu la chance de travailler 2 fois avec des photographes ou des artistes plasticiens, il y a eu des livrets qui étaient faits par les artistes et qui du coup ont donné un exemplaire à chaque participant. Donc c'est une forme de restitution quand même, hein, du travail qui avait été fait avec des photos, des textes. Il y en a qui peuvent être diffusés, qu'on va donner à des partenaires, mais en tout cas, on ne les diffuse pas à une grande échelle d'ailleurs, parce que par respect pour l'image pour les personnes, notamment quand on travaille avec la PJJ, par exemple, il y a tout un droit à l'image à respecter. Donc voilà, ça reste des traces, mais c'est vrai qu'on ne les diffuse pas trop à l'extérieur. C'est quelque chose auquel on pense, mais ça reste aussi très sensible pour les personnes qui l'ont fait, mais peut-être moins pour l'extérieur. Et sinon, en termes d'impact à long terme pour les publics, on pense que c'est des publics qui déjà sont un peu plus mobiles, parce qu'ils se seront déplacés, par exemple, pour aller voir l'artiste dans ces lieux d'exposition. Où, on sait qu'il y a des publics qui sont allés à Lille ou ailleurs pour assister à des spectacles. Par exemple, la compagnie Racine Carrée qui est intervenue l'année dernière, ils reviennent demain dans le cas des assises, après-demain. Et donc, on sait qu'il y a des publics qui reviennent les voir. Donc là, quand même, c'est-à-dire qu'il y a une bonne relation qui s'est créée et qu'il y a quelque chose qui continue. On sait aussi qu'il y a des rebonds de projets, donc des rebonds artistiques où des artistes ont réussi à créer des liens avec des structures, et on pense qu'il va y avoir des projets qui vont perdurer. On ne sait pas encore sous quelle forme. C'est vrai que c'est du temps long. Et sinon, forcément, il y a des relations avec les partenaires aussi, des relations de confiance qui se créent, où même si, par exemple, une personne change de structure, elle nous recontacte pour continuer à travailler avec nous. Donc là, c'est qu'il y a quand même une belle relation qui s'est créée, en tout cas, avec les personnes.
Oui, c'est le désir surtout, je crois. La trace de tous ces projets-là, c'est qu'il y a un désir qui a été là à un moment et qui se manifestera sous d'autres formes. On a réactivé quelque chose et ça remet du mouvement, comme je le disais au début. Je pense que c'est ça, la trace de ces projets-là. C'est pas une œuvre d'art ou c'est le désir, on le disait. Alors, nous, à proprement parler, on ne fait pas de traces sur ce projet-là, mais moi, ça fait des années, du coup, je lance un peu l'appel. Je me dis, c'est une matière incroyable pour quelqu'un qui fera un master en médiation, d'étudier tout ça avant. Et je me disais, en plus, là, moi, j'ai eu peine à remettre le nez dans les archives. Il y en a qui, voilà, ça a été l'occasion de les rassembler. Mais je me disais, à un moment, on peut perdre aussi ce souvenir. Et puis, moi, c'est pas souvent qu'on reste si longtemps dans une structure, mais j'ai la chance d'avoir pu vivre les 21 années d'expérience. Et je vois bien quand il y a de nouveaux collègues qui sont arrivés. Et finalement, je me disais, mais le jour où je m'en vais, les choses continueraient, elles existeraient, etc. Mais il faudrait recommencer finalement. Donc, mais alors, et du point de vue des publics, c'est toujours très difficile à mesurer. Moi, j'ai juste eu la chance une fois, c'était le garagiste Jérôme Morira. C'est quelqu'un qui parle absolument pas, qui n'a pas envie de nous parler des œuvres, en tout cas nous, professionnels. Il n'est pas à l'aise du tout avec ça. Et une fois, il y avait France Télévisions qui était venu et qui a fait un petit documentaire. Ils sont restés assez longtemps et ils ont pris le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, ils ont vraiment pris le temps de rencontrer les gens. Et là, moi, je l'ai vu parler des œuvres comme je l'avais jamais entendu parler des œuvres. Et il disait la dernière fois qu'il avait vu une œuvre en dehors de ce projet-là, c'était quand il était à l'école et que jamais plus il avait fréquenté un musée. Et qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 17-18 œuvres qu'il connaissait parfaitement bien. Et il parlait après d'Erwin Wurm, il parlait de Patrick Tosani. Et tout ça, c'est les œuvres qu'il a eues chez lui. Et c'est... Voilà. Bonjour, Alice Lebé au FRAC Grand Large à Dunkerque. C'est plus une réaction par rapport à ce que vous avez répondu tous, là justement à la notion de trace. Et ça me fait penser au travail de Clémence avec le MUMO, où nous avions conçu des audios, des capsules sonores, justement de personnes issues de milieux ruraux, par rapport à leur réaction face à un choix d'œuvre que eux et elles ont même choisi, ont sélectionné et ont justifié ensuite. Et je ne sais pas si cette notion du visuel, ou en tout cas plus de l'audio, de la capsule sonore peut être intéressante, mais il y a ce rapport au contact de la discussion où vous avez justement dit, dès lors que la télévision est arrivée, il a développé un discours. C'est surtout au moment où nous n'étions pas là. La télévision, c'était difficile, je pense, pour lui. C'est qu'ils ont pris le temps. Mais c'était du moment où nous, les professionnels de l'art, nous n'étions pas là. Je pense qu'ils ne se sentaient pas légitimes de parler devant nous, en fait. Mais vous faites bien de le dire, parce que ça me permet de rectifier. C'est parce que je n'ai pas travaillé sur les podcasts que je les ai honteusement oubliés. Mais j'ai une collègue qui a fait des podcasts et qui a recueilli la parole. Effectivement, et ça, c'est des choses qu'on a fait par ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance, quand j'ai fait quelque chose ailleurs, je veux faire autre chose là, mais effectivement, ça a déjà été fait. Et puis c'est merveilleux, effectivement, quand on arrive à récolter comme ça la parole directe des usagers. Nous, on a nos élèves de la micro-école, parce qu'on a un dispositif public au sein du musée qui accueille des enfants en décrochage scolaire. Ils viennent toutes les semaines rencontrer les anciens, les anciennes de la Maison Paisible, et ils font aussi des podcasts avec eux. Et ils traitent des grands sujets philosophiques, l'amour, la jeunesse, la vieillesse, et ils recueillent aussi leurs impressions par rapport aux changements, aux transformations du projet. Voilà. On a aussi une compagnie de théâtre qui avait été suivie par la DRAC Hauts-de-France, qui a donc fait une capsule vidéo, j'y pense maintenant, sur le projet il y a 2 ans. Et en plus, cette compagnie-là récoltait des récits autour du tissu. Donc eux-mêmes utilisent de toute manière le matériel qu'ils récoltent à l'occasion des résidences pour le transformer, le digérer et en faire quelque chose. Donc il y avait aussi des formes de restitution finalement là-dedans.
Merci. Bonsoir. Enfin, bonjour. Je vais essayer d'être courte pour pas faire durer trop longtemps. Laura Bouvard, moi je travaille au Muse Vert, c'est un musée d'art contemporain verrier niché dans l'Avesnois, dans le nord du département. J'ai été assez marquée, je pense, j'entendais aussi derrière moi, la question du temps et du temps long qui est revenue beaucoup dans la présentation de vos projets, et y compris ce matin aussi. Et donc je me demandais comment, auprès d'une équipe, auprès d'une direction, auprès des élus, on arrive à défendre des projets qui prennent du temps, surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est en perpétuel changement, où il y a une accélération du temps, où on court après les appels à projets, où les expositions changent tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc voilà, quel est votre secret de longévité ? Moi, ça a été un combat avec l'administration, pas avec la direction. Parce que pour eux, j'en oubliais les fondamentaux du musée, c'est-à-dire le socle, les visites guidées, les ateliers. Alors moi, après, moi, je suis plus sûre, il y a des médiateurs qui sont sur le terrain, mais il y avait un besoin que je sois là au musée et pas toutes les semaines là-bas. Et on m'a proposé à un moment de cibler une ou un volontaire en service civique à l'EHPAD. Et en fait, il a suffi qu'ils viennent une journée pour comprendre que ce n'était pas possible. En fait, on ne peut pas mettre une personne qui est en césure ou qui est en demande de formation dans un lieu pareil. Ce serait irrespectueux pour il ou elle. Et j'ai réussi à défendre la chose jusqu'à la fin. Et ils ont compris, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, j'ai l'avantage d'être là depuis 20 ans et on me fait confiance. Mais c'est vrai que sur un point de vue équipe, organisation, et voilà, ça a posé des problèmes au départ. Même le fait que j'y aille sans rien produire. Juste pour discuter. Mais c'était nécessaire, je ne le regrette pas, parce que le projet n'aurait pas fonctionné. Et puis après, il y a eu des temps forts de restitution où ils ont pu voir l'exigence du projet. Donc, j'ai en quelque sorte fait mes preuves. Au départ, les 2 premières années, j'ai rien produit. En plus, ce qui est fou, c'est que on n'a eu que des artistes, des chorégraphes qui venaient pour travailler sur le geste. Donc, il n'y avait rien de matériel. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là-bas toute la journée ? Il n'y a rien, on ne voit rien. Donc, c'était même moi, il y a eu un moment où j'étais un peu anxieuse parce que je me disais, mais le projet n'arrive pas à émerger. Même pour les cadres, c'était compliqué de comprendre ce qu'on faisait parce que c'était des toutes petites choses invisibles. Mais oui, moi, j'œuvre vraiment pour l'immatériel. Donc... Je pense que c'est pour ça que je parlais avant tout de rencontres, de liens. Pour moi, c'est ça le cœur de mon métier, c'est rien d'autre. Voilà. Je te rejoins tout à fait sur les difficultés à mettre en œuvre, effectivement, dans une équipe. Après, à Amiens Métropole, voilà, on a quand même une volonté politique et une confiance, moi, de la direction qui connaît les projets d'éducation artistique. Donc, Sébastien Auchard, qui était là ce matin, connaît quand même... les pendants, les aboutissants et la dynamique. Donc là-dessus, déjà, c'est hyper important d'avoir cette confiance-là. Du coup, je ne vais pas forcément aller plus loin que ce que tu viens de dire, mais je reviendrai aussi à l'artiste, pour lequel ce temps de 4 mois est quand même aussi extrêmement long, parce que ça veut dire que pendant ces 4 mois-là, il n'a pas forcément du temps pour faire la création, ni sa vie personnelle est quand même peut-être mis quand même entre parenthèses, puisqu'il est quand même déraciné du territoire. En général, on a quand même des artistes qui viennent d'assez loin. Et donc, ce temps aussi est très important pour les artistes. Moi, je crois que c'est effectivement quelque chose qu'il faut défendre, en tout cas dans un premier temps. Mais je trouve ça naturel en même temps parce que ça ne va pas de soi. Donc, il faut l'argumenter, il faut y aller même si on nous dit de ne pas y aller. Moi, on me disait souvent que j'étais très bavard et je tenais à rappeler à chaque fois, oui, je suis bavard, mais pas pour rien. Il y a toujours... voilà. Et très vite... j'ai eu la chance que Catherine me fasse confiance et parce qu'elle a aussi vu ce qui se produisait. Et puis, et on partage, je la cite, une philosophie de projet commune, donc ça aide. Et puis par ailleurs, je pensais autour de l'art en lieu, très vite, elle a essayé de promouvoir l'idée que
fréquenter des œuvres pouvait relever aussi d'une pratique amateur. On est très à l'aise avec le fait qu'effectivement manipuler plastiquement relève d'une pratique amateur, mais beaucoup moins quand il s'agit effectivement simplement du temps passé en présence ou avec les œuvres. Donc ça facilite des projets comme ça. Et j'ai pensé par ailleurs, il y a eu des projets d'autres projets qui ont émergé, type les apprentis collectionneurs chez nous, que tu as beaucoup porté aussi. Donc voilà, ça a permis je pense que c'est... mais c'est toute la difficulté de l'affaire, effectivement. C'est que c'est aussi une relation d'échange entre direction... Confiance et de confiance en interne. Et des élus, etc. Et, alors, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et avant Limousin, parce que je ne viens pas du Limousin, donc je ne suis pas chauvin comme les Limousins, mais pour autant, moi j'ai été surpris de l'attention qu'on avait ultra bienveillante des conseillers pour les arts plastiques ou conseillères pour les arts plastiques, des gens même au sein du rectorat, etc. Donc je crois que c'est un territoire où si vous ne travaillez pas en partenariat, il ne se passe rien. Donc peut-être c'est ça, mais voilà, vous voyez des choses qui sont précieuses et quand c'est compliqué, je pense qu'il faut quand même essayer. Puis si c'est trop douloureux, il faut arrêter ou aller ailleurs. Merci à vous quatre. Je crois qu'il est temps de conclure. Merci beaucoup pour votre échange, pour cette belle discussion.